Amgen. Vinciane, tu as 20 minutes avant que ne retentisse la cloche. La cloche. Oui, il y a des questions après quand même. C'est pas que. Bah, écoutez, merci beaucoup, chers collègues, chers amis. Je suis très heureuse d'être là. Alors ça, c'est pas la première diapositive, quoi, j'espère pas. Voilà, c'est bon, on y est. Voilà, donc on va vous parler je vais vous parler de maladie à IgG4. Donc on change complètement de sujet. Je sais qu'on parle beaucoup de cancer du pancréas, mais il y a des choses plus gaies aussi en pancréatologie. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Voilà, donc je suis là pour vous parler d'une autre maladie, la maladie à IgG4, qu'on arrive à traiter. Hein. Donc, je vais vous en parler justement. Voilà, donc ça c'est mes conflits d'intérêts sur cette thématique. Alors déjà, quelques petites questions à l'audience, donc très simple, il suffit de lever la main. Première question, qui parmi vous suit des patients avec une maladie à IgG4 ? Ok, donc parfait. Est-ce que vous les suivez de A à Z ? Ceux qui les suivent de A à Z, qui checkent tous les patients, donc j'ai vu combien vous étiez, lève la main. Ok, parfait, très bien. Est-ce que vous discutez quand même avec les autres spécialistes ou pas ? Est-ce qu'une fois que vous les avez vus, vous les envoyez aux internistes ou vous les gardez sous votre giron ? Qui les adresse aux internistes une fois qu'ils ont fait le diagnostic ? Il y a des Normands dans la salle, ça dépend, oui, non, d'accord, ça dépend des localisations. D'accord. Est-ce que vous prescrivez des immunosuppresseurs, des traitements immunosuppresseurs pour ces patients ou alors, quand vous devez passer à ce step, vous translatez le patient à d'autres spécialistes ? Qui prescrit, prend sous sa gouverne la prescription d'immunosuppresseurs ? Ok. 2 devant, ok. Et enfin, parmi vous, est-ce que vous avez l'habitude, ou en tout cas, est-ce que vous avez déjà prescrit des dépléteurs, des thérapies dépléteurs de lymphocytes B pour ces patients ? Oui, ok. Oui, là-haut aussi, très bien. Bon, bah, ça me permet juste d'avoir un petit panorama, et donc on va parler justement du traitement de la maladie à IgG4. Alors, la maladie associée aux IgG4, si on veut vraiment être plutôt puriste, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est les IgG4 ou pas qui sont la clé déclencheur de cette maladie. Toujours est-il que c'est une maladie donc systémique qui va atteindre tout organe, tout est possible, hein, du cerveau à la prostate, en passant par les poumons, absolument tout est possible. Pourquoi nous, pancréatologues, on est aussi intéressés par cette maladie ? C'est parce que l'atteinte pancréatique est la première des atteintes avec les adénopathies, mais en tout cas, je parle en termes d'organes, c'est la première atteinte, et c'est pour ça que la pancréatite auto-immune de type 1, initialement, a été décrite par le biais des pancréatologues. Puis, au final, on s'est aperçu que c'était une maladie plus large et systémique. Et d'ailleurs, au lieu de dire pancréatite auto-immune de type 1, il serait peut-être plus à propos de dire pancréatite associée à la maladie aux IgG4. Peut-être que ce terme de pancréatite auto-immune n'est pas tout à fait à propos. Donc, cette maladie associée aux IgG4, peu importe l'organe qui sera atteint, vous le savez, il y a de mêmes anomalies histologiques que l'on va trouver si on fait une biopsie de l'organe qui est atteint. Donc, pareil donc pour le pancréas, on aura un infiltrat de lymphocytes, de plasmocytes. Ces plasmocytes, quand on fait un immunomarquage aux IgG4, souvent sont positifs. Il y a des anomalies à type de fibrose et puis des atteintes des petites veines pancréatiques avec de type vénulite oblitérante. Donc, cliniquement, c'est plutôt des hommes, au-delà de 50 ans, et la présentation pancréatique peut être tout à fait diverse. Ça peut être un ictère, ça peut être également une forme pseudo-tumorale, donc c'est pour ça que le diagnostic peut être un petit peu difficile parfois avec tout simplement un adénocarcinome du pancréas. Ça peut également se révéler avec une insuffisance pancréatique exocrine, voire un diabète, et puis un petit peu plus rarement des pancréatites aiguës. Et puis surtout, quand on fait ce diagnostic, il y a le plus souvent une atteinte d'autres organes qui peut être synchrone, parfois métachrone également, et donc tout peut être atteint. Alors, pour être tout à fait puriste, il y a des clusters d'atteintes, donc le pancréas, les voies biliaires, les atteintes des sphères ORL, etc. On peut distinguer plusieurs clusters.
Et puis la particularité, on peut avoir une élévation sérique des IgG4 dans plus de 80% des cas. Donc le diagnostic, les critères que l'on retient actuellement, c'est ceux qui ont été publiés en 2021, qui ont été mis à jour de ceux parus en 2012. Donc en fait, pour faire votre diagnostic, il y a l'atteinte d'organes pour ce qui nous concerne le pancréas, qu'elle soit diffuse ou localisée sous forme d'une pseudomasse. Vous pouvez avoir une élévation des IgG4 sériques au-delà de 2 fois la normale, parce qu'au final, les IgG4 ne sont pas spécifiques de la maladie, donc c'est pour ça qu'on veut quand même avoir un seuil suffisant de positivité. Et puis des anomalies histologiques dont je vous ai parlé. Donc en fonction de si vous cumulez plus ou moins ces critères, on définira le diagnostic comme définitif, probable ou possible. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet en termes de traitement. L'atteinte digestive est extrêmement fréquente puisque le pancréas est au top de l'atteinte de cette maladie associée aux IgG4. Mais sachez que les voies biliaires, la bouche, l'œsophage, l'intestin grêle, comme je vous disais, tout est possible également en termes d'atteinte. Donc là, je vous ai mis quelques images de scanographie et d'IRM typiques vraiment de l'atteinte pancréatique ou ici sur votre droite de cholangite à IgG4. Donc, comment va se passer la maladie ? Eh bien, au final, il y a une inflammation qui est indolente, qui va aller jusqu'à la fibrose de l'organe qui est atteint, donc nous, notre pancréas, avec une histoire naturelle qui va être émaillée de poussées. Donc, quand il y a poussée, généralement, il peut y avoir symptômes. Donc, nous, on intervient quand il y a les symptômes que nous allons traiter. Et au fur et à mesure de ces poussées, eh bien, les dommages vont s'installer au niveau de l'organe. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est quand doit-on traiter ou pas ces patients. Les récidives de la maladie à IgG4, une fois que vous allez traiter vos patients, notamment au niveau pancréatique et des voies biliaires, sont extrêmement fréquentes. On dit que pour ce qui est de l'atteinte biliaire et pancréatique, c'est peut-être plus de 80% des patients qui vont récidiver après 3 ans d'arrêt d'un premier traitement d'attaque que nous verrons, qui est en l'occurrence la corticothérapie. Donc, il y a une rechute, c'est-à-dire rechute, c'est soit l'atteinte de votre pancréas se réactive, soit vous développez l'atteinte d'un autre organe. Tout ça est considéré comme une rechute dans l'ensemble. Alors, les facteurs prédictifs de rechute, de récidive, eh bien, le taux d'IgG4 sérique est un bon marqueur évolutif qui va nous prédictif d'une éventuelle récidive à court terme. Un taux élevé d'IgGE, on verra qu'il y a un taux de plasmablastes circulant qui est assez corrélé à la récidive, éventuellement des hyperéosinophilies, parce qu'il y a des syndromes, des overlap syndromes avec des hyperéosinophilies également, et puis l'atteinte multi-organe. Plus vous avez une atteinte multiple, plus vous êtes à risque de récidiver. Voilà, alors quand faut-il traiter ? En tout cas, nos experts internationaux nous disent qu'il y a urgence parfois à traiter. Alors ils nous disent certaines atteintes, notamment l'atteinte neurologique, méningée, mais également s'il y a un ictère avec une cholangite diffuse, une atteinte rénale à type de tubulonéphrite, parce que vous pouvez à terme développer une insuffisance rénale aiguë, voire chronique. Et puis ils ont mis dans notre encadré une atteinte pancréatique, tout cela pour prévenir une insuffisance d'organes, donc exocrine ou endocrine. Bon, très honnêtement, je pense que ce n'est pas l'urgence en soi de traiter le pancréas pour limiter le risque de diabète ou d'IPE. Donc ça, tout ça peut être tout à fait débattu. D'ailleurs, quand on prend les guidelines européens publiés dans l'UEG Journal en 2020, il avait été proposé de traiter pour l'atteinte digestive et pancréatique tout patient symptomatique, on comprend, et puis chez les patients non symptomatiques, ceux pour lesquels il y a une défaillance d'organes sévère, c'est-à-dire le rein, le poumon, bien évidemment, ou si vous voulez éliminer une tumeur sous-jacente, parce que vous avez un aspect de pseudomasse, vous n'arrivez pas à éliminer un diagnostic de cancer, dans ces cas-là, vous pouvez traiter pour limiter l'inflammation et éliminer ce diagnostic de cancer. En tout cas, nos experts européens ne proposaient pas de traitement juste pour, entre guillemets, limiter un risque à moyen ou long terme d'IPE ou de diabète. Alors, le traitement qu'ils proposent, c'est les corticoïdes, avec 1 mois de traitement, d'induction et une rémission, en termes de rémission, de diminuer progressivement ce traitement. Alors, effectivement, les corticoïdes, c'est le traitement d'induction de première ligne avec des résultats excellents. Sur cette étude qui regroupait plus de 1000 patients, on voit qu'on arrive à une rémission chez nos patients dans presque 99% des cas.
Donc c'est excellent traitement, bien évidemment. Alors dans une étude plus récente européenne, on regardait l'effet des corticoïdes chez nos patients qui ont cette maladie à IgG4 sur le pancréas. 2 informations intéressantes. C'était qu'il n'y avait pas d'indication à monter les doses de corticoïdes, à les monter, si on n'avait pas une réponse avec la dose de base qui est proposée, qui est aux alentours de 40 mg par jour pendant 1 mois. Donc si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas la peine de monter forcément, parce que vous n'arriverez pas à rattraper les non-répondeurs. Et l'autre information intéressante, c'était que généralement, l'efficacité, on l'a après 2 semaines de traitement d'induction. Donc c'est vrai qu'on propose, nous, 40 mg, 4 semaines. Mais au final, on pourrait faire que 40 mg, 2 semaines, et commencer une diminution progressive de notre corticothérapie. A priori, on devrait être censé avoir un même résultat. Donc, en cas de non-réponse au traitement d'induction, pas d'indication d'upgrader la corticothérapie très très haut et pas d'intérêt non plus de poursuivre en tout cas au-delà de 4 semaines pleine dose. Il faut en tout cas commencer à diminuer. Alors, le risque de récidive, je vous en ai déjà parlé, est extrêmement élevé. Là, dans cette étude, toujours rétrospective, il était au-delà de 30% de nos patients qui avaient une pancréatite auto-immune de type 1, pancréatite associée à la maladie à IgG4. Donc effectivement, nos patients vont revenir un peu en boomerang, en tout cas c'est pour ça qu'il faut bien les suivre, parce qu'ils vont récidiver à un moment. D'où la question, faut-il proposer un traitement de maintenance, puisqu'on sait qu'ils vont récidiver peut-être presque dans une majorité. Donc, premier travail qui avait été fait par des collègues japonais. Très bien, les corticoïdes sont extrêmement efficaces. Banco, traitement de maintenance par corticoïdes. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Après traitement d'induction, un groupe recevait un traitement de maintenance à petite dose, 5 mg jour, pendant 3 ans, et un autre groupe, pas de traitement de maintenance. Alors, OK, le groupe de patients qui avaient un traitement de maintenance récidivait moins, mais cependant récidivé. 23% versus 57%. Quand on connaît les effets secondaires éventuels de la corticothérapie, on peut dire que ces résultats sont pas mal, mais en tout cas ne justifiaient pas pour les experts européens de proposer un traitement de maintenance par corticothérapie. Alors, que faut-il faire et quelles sont les autres options ? Alors déjà, chez nos patients, à qui on va aller proposer un traitement soit de maintenance ou en tout cas un autre traitement immunomodulateur. Chez les patients qui n'ont pas de réponse à notre traitement d'induction, ils sont très peu, mais ils existent potentiellement. Donc vous avez fait votre traitement par stéroïdes, ils ont reçu leur traitement, ils sont toujours pas, le bilan hépatique c'est pas normalisé, ils ont toujours un ictère, éventuellement une cholestase. Je vous parle pour un aspect de pseudomasse pancréatique par exemple. Dans ces cas-là, il va falloir penser à une autre thérapie. Ou alors, vous commencez la décroissance et à peine la décroissance débutée, de nouveau les symptômes repartent. Donc là, on peut dire qu'il y a une corticodépendance, en tout cas à minima. Et puis, il y a tous ceux, vous avez réussi à arrêter la corticothérapie très bien, mais à peine 6 mois à l'arrêt, de nouveau récidive. Donc là, on va parler de récidive précoce. Et ces patients, donc, qui sont à très très haut potentiel de récidive, on peut d'ores et déjà penser à un traitement immunomodulateur. Alors les immunomodulateurs, on les connaît tous, beaucoup anciens, utilisés dans d'autres maladies chroniques, les Mickey par exemple, on en connaît beaucoup, mais toute la polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc l'aziatroprine, le Celcept, le cimercaptopurine, le méthotrexate, etc., la cyclophosphamide. Donc ça a été une possibilité et fut un temps dans la pancréatite qu'on appelait encore auto-immune de type 1, qu'on n'avait pas complètement, on n'avait pas décrypté la physiopathologie de la maladie associée à IgG4, eh bien, on a mis et on a prescrit de l'Immurel. Je suis sûre que dans cette audience, beaucoup ont prescrit l'Immurel. Bon, maintenant, on rétropédale puisque vous verrez que d'un point de vue physiopathologique, c'est beaucoup moins relevant de prescrire cela. Et puis, bien sûr, ces traitements ont des effets secondaires. Prenons l'Immurel. Vous savez que chez les patients qui ont des Mickey, par exemple, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, eh bien, des traitements au très long cours de l'Immurel peuvent promouvoir des syndromes lymphoprolifératifs, notamment chez les hommes et chez les hommes de plus de 50 ans, ce qui est notre cible, notre cœur de cible pour cette maladie. Alors, il y a eu quelques essais
très très peu. Il n'y en a pas eu avec l'Immurel, par exemple, mais je vous en donne un pour le Celcept. Eh bien, le Celcept, donné dans le cadre de la maladie à IgG4, permettait d'avoir des taux de rémission en traitement d'attaque qui étaient pas mal, 76% versus 51%, avec des taux de récidive chez les patients qui avaient ce traitement en maintenance qui étaient de 20% versus 40% s'il n'y avait pas de traitement. Donc, en tout cas, un traitement qui est possible, qui est envisageable. Mais au final, quand on va maintenant décrypter la physiopathologie de la maladie à IgG4, on s'aperçoit qu'il y a un rôle clé de cellules que sont les plasmablastes. Je vais vous montrer juste après dans l'évolution des lymphocytes B, qui vont avoir un rôle tout à fait promoteur dans l'activation des cellules étoilées, dans la sécrétion de cette matrix extracellulaire de collagène et de chymokines qui sont promotrices de fibrose. Donc en fait, quand on décrypte, on a envie de stopper effectivement ces plasmablastes. Alors quand on regarde le développement des lymphocytes B, de la moelle jusqu'en périphérie, eh bien, on s'aperçoit que ces lymphocytes B qui vont après maturer vers un phénotype de plasmablast qui sécrète ces IgG4. Et quand on regarde l'expression éventuelle de ces lymphocytes, on voit qu'ils expriment des récepteurs CD19 et CD20. Alors, CD19, effectivement, vous avez une plus grande couverture en termes d'expression de récepteurs. C'est pour cela que s'est développée l'idée de donner des thérapies qui vont dépléter votre niveau de lymphocyte B. Donc, c'est le paysage thérapeutique actuel qui a été développé. Vous connaissez tous le rituximab, qui est un anti-CD20, alors avec tous ces nombreux biosimilaires qui ont été développés. Donc, c'est un anti-CD20 qui est chimérique, qui est à 60% humanisé. Il y en a eu d'autres qui ont été développés, des anti-CD20 humanisés à plus de 80%, mais qui n'ont pas été encore proposés dans la maladie à IgG4. Et puis, là, il y a eu un premier également traitement anti-CD19 qui est humanisé à plus de 90%, dont on va parler, avec un essai dont on a des résultats, et puis d'autres qui sont en cours de développement, également des anti-CD19. Donc, première chose, le rituximab. Quels sont les résultats de ce traitement quand on a commencé? Les premières études où on mettait un peu tout fourre-tout, tous les patients ensemble qui avaient reçu du rituximab, soit comme traitement seul d'induction, donc vous voyez, ils n'étaient pas sous corticoïdes, là le rituximab était donné pour l'induction, et puis des patients qui avaient le rituximab pour l'induction et la maintenance. Eh bien, vous voyez que les patients qui, en tout cas, étaient sous maintenance par rituximab avaient un très faible taux de récidive qui était de 11%. Donc, déjà, un premier signal extrêmement intéressant. Quand on regarde maintenant les méta-analyses de toutes les études qui ont permis la publication des résultats des patients traités, là, vous voyez que des patients recevant du rituximab, des taux de réponse complète à 6 mois de près de 89%, avec des taux de récidive qui étaient de 20% dans cette méta-analyse de cette série qui regroupait 100 patients traités par rituximab. Alors maintenant, on va essayer de distinguer les patients traités pour l'induction de ceux traités pour la maintenance. Les patients traités par rituximab pour l'induction, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les corticoïdes, ils avaient le rituximab. Il y avait des taux de rémission complète de 55%. Alors vous voyez, c'est quand même moins bien que les corticoïdes quand même, mais avec des taux de récidive qui étaient peut-être moins élevés, 16,9%. Pour les traitements de maintenance en rituximab, eh bien, les patients, le taux de récidive des patients qui étaient sur rituximab au long cours, c'était que 2,8% dans cette méta-analyse versus 20% chez ceux qui n'avaient pas de rituximab. Donc, on dit un traitement extrêmement intéressant. Alors, on vient, ça c'est le nouveau médicament qui a été traité, dont on a eu le résultat de l'essai Mitigate. C'est un anti-CD19 donc qui englobe plus en termes sur l'histoire naturelle des lymphocytes B. Je vous ai montré, donc ça va bloquer les lymphocytes B pour une déplétion plus large sur l'histoire du développement des lymphocytes B. Donc là, les patients étaient traités de leur crise initiale par corticoïdes, traitement d'attaque, et puis après, un bras placebo versus un bras qui recevait donc le traitement, l'anti-CD19, l'inemilizumab, et ce, pendant 1 an de traitement. Et alors, qu'est-ce que nous constatons? Voici les résultats que je vous montre. Eh bien, ça a permis, dans le bras maintenance versus placebo, de limiter le risque de récidive, ici que vous voyez, de 87%. C'est-à-dire qu'il y avait 10% de récidive dans le bras traitement versus
59% dans le bras placebo, ce qu'on a déjà pu observer dans le cas du rituximab. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y avait bien une corrélation avec le taux d'IgG4 sérique qui diminuait bien dans le traitement maintenance, et puis surtout le taux de plasmablaste sanguin, vous voyez ici sur le graphe sur votre droite, qui était effondré. Et donc une bonne corrélation entre le taux de plasmablaste circulant et le risque de récidive chez ces patients. Alors, des effets secondaires qui étaient au final assez similaires dans les deux bras, c'est exactement la même chose dans le rituximab. La tolérance est assez bonne, sans effets secondaires à proprement parler. Le risque, c'est bien sûr un risque d'infection, notamment avec la phase Covid, qui a été quand même un frein à ces études, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'a pas été montré de différence d'effets secondaires éventuels. Très honnêtement, pour avoir inclus pas mal de patients dans cet essai, je n'ai pas remarqué de choses significatives. Maintenant, si on focus sur les patients qui avaient une atteinte pancréatique et voie biliaire dans cet essai, eh bien, chez les patients qui avaient une atteinte pancréatique, eh bien, le taux en tout cas, très très peu, puisque vous voyez, c'était extrêmement protecteur, avec un hazard ratio qui était de 0,03 pour la partie pancréas. Et puis, il n'y avait pas eu de récidive observée pour les patients qui, eux, avaient une atteinte biliaire. Donc, en tout cas, une bonne efficacité dans le sous-groupe pancréas et voie biliaire. Alors, il y a beaucoup de nouvelles thérapies qui sont en développement. Il y a un essai qui vient de se terminer, l'essai Indigo, qui est également un anti-CD19, qui se prend toutes les semaines en injection sous-cutanée, qui peut se faire à domicile. Il y a un autre essai qui va bientôt commencer, qui est l'essai Relief également. Et donc, vous voyez, il y a plein de traitements qui sont en cours de développement spécifiquement pour la maladie IgG4, toujours en ciblant essentiellement les lymphocytes B. Alors, il y a encore beaucoup de questions en suspens, notamment pour le traitement de maintenance. Alors, pour qui exactement? Alors, je vous ai donné quelques pistes, mais est-ce que dès la première récidive, on doit enclencher un traitement de maintenance ou est-ce qu'on peut donner un traitement immunomodulateur dans un premier temps et puis voir peut-être dans un second temps s'il faut enclencher un traitement de maintenance? Actuellement, nous n'avons pas cette réponse. Et puis, si on déclenche un traitement de maintenance, pour combien de temps? Pour 2 ans? Pour 3 ans? Pour 4 ans? Personne n'a cette réponse. Si je le donne pour 2 ans, est-ce que ça va mettre à l'abri mon patient pour X années ou est-ce que, et s'il rechute tout de suite après, et est-ce que je peux laisser cette thérapie au long cours comme ça pendant des années et des années, comme on voit par exemple dans les Mickey, des patients qui sont traités pour d'autres types de traitements bien sûr, mais pendant des années et des années. Ça, nous n'avons absolument pas la réponse dans la littérature. Voilà, donc également les messages à ramener à la maison. Bien sûr, c'est une maladie chronique, la maladie associée aux IgG4, et la pancréatite associée aux IgG4 est une de ces manifestations, probablement la principale. C'est pour ça que les pancréatologues sont première ligne en général. Un taux très élevé de rechute, comme vous l'avez vu. Donc, les glucocorticoïdes sont un traitement de première ligne, mais avec un taux de rechute qui est important. Les corticoïdes, c'est une toxicité également importante, donc on aura un contrôle qui est limité à long terme de la maladie. Donc, dans ce contexte, oui, il va falloir passer à un step supérieur. Toujours, je pense, très important, une prise en charge multidisciplinaire pour optimiser un peu ces soins. Je vous ai un peu challengé sur qui prend de A à Z, qui va faire appel à un ami. Il faut faire appel à un ami sur des formes complexes quand on ne sait pas, pulmonaire ou rénale, par exemple. Moi, je le dis là, je ne suis pas pour que ce soit forcément les internistes qui s'occupent de ce genre de patients dans des formes pancréatiques ou biliaires. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses et ils ne connaissent pas le pancréas ni les voies biliaires. Je leur dis, je ne le cache pas, même s'ils sont là. Donc, il ne faut pas, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai input des pancréatologues et des gastro-entérologues. Donc, voilà, après, effectivement, si vous le prenez en charge, faut aller dépister le poumon, le rein, et quand il y a d'autres atteintes qui arrivent. Mais il faut un chef d'orchestre. Donc, si c'est vous, parce que le pancréas, c'est première ligne, c'est vous, et on fait appel à des amis en fonction des différentes atteintes, il n'y a pas de problème. Après, on comprend beaucoup mieux les bases immunologiques et clairement, le rôle de la déplétion des lymphocytes B en termes de stratégie thérapeutique, là, je pense, prend toute sa place maintenant. Et il n'y a plus vraiment la place pour d'autres immunomodulateurs
comme on a eu l'habitude il y a 10 ans. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vinciane. C'était très clair, comme toujours. Est-ce qu'il y a des questions ? Philippe Lévy. On se connaît. Vous êtes qui ? Vous êtes un petit jeune, non ? 2 questions très brèves. Tu as donné des chiffres de récidive assez différents. Tu dis 30 et 80%. Quel est le bon ? Et deuxième question, pour ces nouvelles molécules, est-ce qu'elles sont précisément utilisées dans d'autres spécialités à long terme ? Et est-ce qu'il y a des alertes sur des effets secondaires à long terme ? Donc, première question, oui, c'est extrêmement variable parce qu'il y a une grande étude rétrospective sur 1000 patients. Je vous ai montré qu'il y a déjà 6 ou 7 ans où il parlait d'un taux de récidive de 30%. Voilà. Et puis, à fait, sur des études plus petites et plus récentes, ça monte jusqu'à 80%. Tout ça est très variable en fonction du nombre d'atteintes, etc. Donc, je pense que c'est entre les deux. Et c'est vraiment drivé par le nombre d'atteintes d'organes et le taux d'IgG4. Voilà, donc je fais une réponse de Normand. Bon, ça tombe bien, je suis normande. Mais je dirais que c'est plutôt entre les deux. Et en tout cas, des atteintes pancréatiques et biliaires ont au moins 50% de risque de rechute. Je pense qu'on peut affirmer ce chiffre sans trop se tromper. Pour ce qui est des autres traitements, oui, ils ont été certains développés dans des maladies rares, auto-immunes, au niveau oculaire, des maladies dont j'ai absolument oublié le nom, des raretés, encore plus rares que ça, avec cependant pas des traitements de maintenance qui vont au-delà de 2 ou 3 ans. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il en est. Alors, on a l'expérience du rituximab dans la polyarthrite rhumatoïde, par contre. Et donc là, des patients qui sont traités au très, très long cours pour ça. Les internistes ou les rhumatologues qui l'utilisent sont un peu frileux sur le risque infectieux, notamment. Quand c'était pendant la période Covid, Mitigate, beaucoup n'ont pas inclus à cause de ça. Certains de nos patients ont multiplié les infections Covid. Bon, ça n'a jamais été rare, je sais pas si... Et en tout cas, toutes les alertes que j'ai vues passer, parce que j'étais dans le comité d'adjudication, ce qui était extrêmement intéressant, parce qu'en fait, j'ai vu passer tous les dossiers des patients inclus dans l'essai, donc c'était extrêmement instructif. J'ai rien vu de spécifique, en tout cas. Question pratico-pratique. Si on décide d'être le chef d'orchestre, on réalise des TEP scanners pour le suivi. Quelle fréquence ? Quand ? Alors, je pense que faire une imagerie une fois par an chez ces patients, c'est important. C'est là où on se dissocie avec les internistes qui ne font pas d'imagerie. Par exemple, l'atteinte rénale, si vous ne faites pas d'imagerie, pendant très longtemps, si vous ne dosez que le complément, parce que le complément peut être abaissé, peut être un signe indirect d'une atteinte rénale sous-jacente évolutive. Si vous ne faites que ça ou l'urécréate, ça peut rester normal très longtemps et au final, déjà s'installe de l'inflammation et sur l'imagerie des lésions de néphrite. Donc, si vous pouvez en fait arriver avec déjà l'insuffisance rénale quand vous découvrez que la créate est effondrée, etc. Donc, moi, je fais en tout cas une imagerie une fois par an chez ces patients. Ça me permet également de faire un dépistage du cancer. Moi, j'en suis à mon 3e cholangiocarcinome et mon 3e adénocarcinome du pancréas dans le cadre de cette maladie. Donc, ça me permet de faire ce dépistage. Généralement, je fais une IRM abdominale et je fais un scan low-dose non injecté pulmonaire pour avoir une cartographie exacte. Pour ce qui est des bilans sanguins, je les fais au minimum 2 fois par an. Si j'ai des risques, en tout cas des patients un peu plus proches d'une récidive, je peux faire plus proche. Et dedans, ça veut dire l'électrophorèse des protéines, le bilan hépatique, le complément, comme je vous disais, pour l'atteinte rénale. Voilà, donc il y a toute une checklist comme ça que je fais, les IgG4, bien sûr, et que je fais comme ça au minimum 2 fois par an. Pascal, question courte, réponse courte. Question très courte. Est-ce que c'est pas l'intérêt d'avoir une RCP régionale ou nationale, parce qu'il y a des cas difficiles à discuter comme ça. Comme tu dis, il y a des gens qui traitent de manière isolée parce qu'ils connaissent pas trop mal, mais au fond, est-ce que ça vaut pas le coup une fois par mois, une fois tous les 2 mois de faire une RCP Alors, très bonne question. Donc, dans le centre Paradis, donc le centre de maladies rares, le CRMR, on a une RCP mensuelle où on discute de toutes les maladies rares. Donc, on a beaucoup de nos confrères qui présentent leur dossier. Donc, vous êtes les bienvenus pour cette RCP. Sachez que
l'année dernière, il a été labellisé donc un centre maladie à IgG4, qui est un centre constitutif qui est affilié aux internistes sur Marseille avec Nicolas Schleinitz. Et il propose tous les 2 ou 3 mois également une RCP. La prochaine, c'est vendredi prochain, 14h30, si vous souhaitez y participer. Et donc, effectivement, il y a les internistes. Moi, j'en fais partie. On est plusieurs pour discuter des dossiers compliqués. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Vinciane. Merci beaucoup. Et j'en profite pour remercier les laboratoires Amgen qui soutiennent le Club français du pancréas. C'en était l'occasion. Merci. Merci. Et nous passons tout de suite à l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Alors,